Me voilà à nouveau seul dans la maison assez glauque d'un abonné. On va se raconter ce soir vos histoires avec un petit air réconfortant. J'adore ce format parce qu'il est simple, c'est un peu pour nous une sorte de retrouvaille. Il y a beaucoup en ce moment de grosses prods sur YouTube. J'aime beaucoup faire ça, d'ailleurs j'en fais beaucoup sur la chaîne Zebroello, ma chaîne avec Zebrolos, un pote, très bon pote à moi, mon meilleur pote en fait, où on fait là-bas des grosses productions, où on se fait juste kiffer, pas forcément d'horreur, des fois il y en a c'est vrai, mais pas tout le temps, et on fait des grosses prods là-bas, où il y a beaucoup de moyens, etc. mis en place, et juste pour faire kiffer les gens sur la chaîne là-bas, donc n'hésitez pas d'ailleurs, je vous mettrai cette chaîne en description. Mais si vous kiffez voilà le contenu aussi très simple comme ça, où on se raconte des histoires simplement, vos histoires en l'occurrence, et qu'il n'y a pas tellement de montage, pas tellement d'images, d'illustrations, juste une voix, des récits fascinants, en l'occurrence les vôtres, et un gars qui réagit simplement à ça à la fin des histoires, vous allez être servi ici. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue ce format-là, je l'aime beaucoup parce que ça permet, j'ai l'impression de me retrouver avec vous, j'ai l'impression qu'on est plus proche, on dirait que je suis en live en fait, donc c'est génial. J'aime bien aussi ce côté très simple du format, sans illu, on imagine ce que je raconte avec notre propre esprit, notre propre imagination. Je me souviens que j'étais le premier à être fan de ça et c'est peut-être pour ça en vrai que je fais ça aujourd'hui. À tout moment faut creuser le truc. Ma mère me lançait souvent des histoires depuis un poste radio. C'était toutes sortes d'histoires, vous savez, pour les enfants, mais j'adorais les écouter et m'imaginer un petit peu les créatures, les monstres, les animaux qui pouvaient finalement être dans l'histoire. Ça va être un peu la même chose aujourd'hui les amis, je vais être votre père Castor, parler plus proche du micro et comme ça on sera dans une ambiance beaucoup plus immersive. Bon, sur cette chaîne, vous le savez comme moi, on aborde des sujets assez sombres, assez sensibles, des drames et des événements qui peuvent être difficiles à entendre et parfois à vivre. Vous êtes très nombreux à m'écrire pour me partager vos propres expériences ou vos épreuves personnelles de la vie, et dans ce genre de situation, parler devient souvent indispensable en vrai. Mais on n'a pas forcément dans notre entourage quelqu'un qui nous écoute, du moins sans nous juger, ou qui peut vraiment comprendre ce qu'on ressent. C'est justement les amis pour cette raison-là que je suis très fier encore une fois de vous annoncer le sponsor de cette vidéo qui revient littéralement tout le temps sur ma chaîne YouTube, je les adore, c'est BetterHelp. BetterHelp c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec des psychologues et psychothérapeutes inscrits à l'agence régionale de la santé. Des professionnels bienveillants et à l'écoute, là pour vous aider à gérer le stress, les périodes de déprime ou même simplement les petites choses du quotidien. Et février c'est souvent un mois un peu particulier, l'excitation du début retombe un petit peu, l'hiver semble long, la fatigue s'installe et parfois le moral aussi. Je vous dis ça parce que je suis complètement moi-même dans cette phase. Certains d'entre vous traversent même peut-être une période de baisse d'énergie, d'anxiété, de solitude ou même de remise en question. Et c'est totalement normal, ce n'est pas grave du tout, vous inquiétez pas, mais ce sont des passages éprouvants qui méritent d'être pris au sérieux et accompagnés. Parce que c'est souvent en les écoutant qu'on commence à aller mieux. Personnellement, j'essaie d'apprendre à ralentir, à m'écouter davantage et à m'accorder un peu du temps pour moi sans culpabiliser, pas pour tout régler d'un coup, impossible en vrai de faire ça, mais simplement pour me sentir un petit peu plus aligné et apaisé au quotidien. Et ce que j'aime particulièrement du coup avec BetterHelp, c'est qu'ils prennent vraiment le temps de vous orienter vers le bon thérapeute qui vous correspond bien, et pas juste le premier gars qui est dispo. Leur objectif, c'est de rendre en fait la thérapie plus humaine, plus simple et surtout plus accessible à chacun. Vous pouvez échanger comme vous le souhaitez, par message, par téléphone et même par visio. Et si parler est un peu difficile pour vous au début, vous avez aussi la possibilité de commencer en écrivant à votre rythme depuis chez vous. Et si jamais le feeling ne passe pas très bien avec votre premier thérapeute, aucun problème, vous pouvez aussi changer facilement sans frais supplémentaires et sans avoir à vous justifier. Bon, concrètement, BetterHelp c'est super simple, vous remplissez un petit questionnaire pour exprimer vos besoins, BetterHelp après ça vous met en relation avec un thérapeute qui vous correspond le mieux, vous réservez vos séances selon vos disponibilités et c'est tout. Pas d'administratif lourd, pas d'attente interminable, juste une aide réelle adaptée à vous. Avec le lien du coup betterhelp.com/Léo, vous bénéficiez de moins 10% sur votre premier mois. Je précise que l'abonnement est flexible et vous pouvez le mettre en pause à tout moment. La thérapie s'adapte à vous et pas l'inverse. Si vous sentez alors les amis le besoin de parler, n'attendez pas. Parfois commencer c'est déjà avancer. Merci alors à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant laissons place à vos témoignages. Je vous propose les amis qu'on commence la première histoire. J'ai les histoires devant moi et on est parti. Bonjour, je m'appelle Ben, j'ai 39 ans. J'ai commencé à suivre ta chaîne un peu par hasard et après quelques vidéos, je me suis abonné parce que j'aime beaucoup tes formats et ta manière de te présenter. Merci à toi Ben, t'es adorable. Après plusieurs semaines de réflexion et d'hésitation, j'ai décidé de partager la seule expérience paranormale que j'ai vécue. Ok, on commence déjà sur du paranormal, hâte de voir ce que tu proposes. Je précise tout de suite que je n'ai aucune croyance liée au paranormal, ni à quoi que ce soit de ce genre, mais cette situation a complètement remis en question mes certitudes. Avant de commencer, je tiens aussi à préciser que ni ma femme, ni moi n'avons de croyances particulières, ni dans le paranormal, ni même dans quelconque religion. Nous rentrions de vacances à l'été 2022 en Bretagne.
Le trajet pour rentrer à Bordeaux, où nous habitions à l'époque, étant assez long, et ayant des jumeaux de 2 ans, nous avons décidé de louer des Airbnb sur la route afin de ne pas rendre le voyage trop fatigant pour les enfants. De plus, ma femme n'est pas française, et nous aimons profiter de ces arrêts pour découvrir le plus possible notre belle France. Cette étape se faisait à Poitiers, une ville magnifique. Pour ceux qui habitent à Poitiers, est-ce que vraiment la ville est magnifique? Est-ce qu'on peut me prouver ça avec des exemples concrets en commentaire? Allez-y, je vous en prie. Notre Airbnb se situait près d'une voie ferrée en contrebas du centre-ville, dans de jolies petites habitations qui semblaient être d'anciens logements de cheminots. Il y avait 5 ou 6 maisons collées les unes aux autres, chacune semblant avoir un étage et un grenier. À première vue, l'endroit paraissait chargé d'histoire, ce qui lui donnait un certain charme, et tant mieux, car nous aimons ce genre de lieu. Nous entrons dans l'appartement qui ressemblait à un logement étudiant, avec un salon et une cuisine dans une seule et même pièce. Nous cherchons la salle de bain pour finalement découvrir qu'elle se trouve sur le palier, juste à côté de la porte. J'adore, déjà je m'imagine tout là, j'ai toutes les pièces en tête, j'adore. Ce n'est pas très commun, mais bon, c'est une vieille bâtisse divisée en plusieurs appartements. Il y avait une chambre aménagée dans un ancien grenier, accessible par un escalier très raide, trop raide même. Avec les enfants, cela me mettait mal à l'aise, d'autant plus que la rambarde n'était pas du tout sécurisante, simplement composée de câbles métalliques passant à travers des tubes en métal. Ok. À cet instant précis, je ressens un malaise en regardant cet escalier. Les câbles semblaient détendus, comme si quelqu'un était déjà tombé. Ma femme décide alors qu'elle dormira avec les enfants sur le canapé lit, et que moi, je dormirai donc seul à l'étage. Après tout, ce n'est que pour une nuit, et pour une fois. J'aurai un lit, rien que pour moi, avec la possibilité de scroller tranquillement, sans que madame me dise que je suis trop sur mon téléphone. La soirée se passe normalement, nous discutons et descendons chacun notre tour pour fumer une dernière cigarette. Vient ensuite le moment de la douche, et nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'il règne une atmosphère comme pesante, étrange dans l'appartement. Ma femme, pourtant très cartésienne, me dit que l'air est chargé à cause d'un orage d'été qui se prépare. Et elle avait raison, nous allons nous coucher. Comme prévu, je scrolle longtemps sur mon téléphone, mais à un moment, je le baisse. C'est là que je vois, dans cet escalier raide, où lorsqu'on monte, seule une tête peut dépasser au niveau du sol de la chambre, une tête de femme. Elle a les cheveux noirs, ébouriffés, et elle me regarde de manière étrange. Je ne distingue pas clairement son visage, et je préfère alors me convaincre que c'est ma femme qui, pour une raison quelconque, est montée voir si je dormais. Mais à cet instant précis, je ressens un froid intense parcourir tout mon corps. En essayant de rester lucide et rationnel, je me dis que c'est simplement l'orage qui approche. Tant bien que mal, j'ai fini par m'endormir. Est-ce qu'on n'est pas sur ta copine qui est peut-être somnambule? Attention à ça, hein. Est-ce que tu l'as demandé? On a fait une analyse poussée de la copine? J'espère. Mais si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Aïe, ça me fait peur pour le coup. Tant bien que mal, je finis par me rendormir. Vers 3h du matin, ma femme vient me réveiller, presque en panique. Elle me dit qu'elle se sent observée en bas et qu'elle veut absolument que je descende dormir avec elle et les enfants, tous les 4 entassés sur le canapé lit. Ce que je trouve étrange, c'est que lorsqu'elle m'a réveillé, je me suis levé en criant de peur, comme si je m'attendais à quelque chose. Je tiens à préciser que dans n'importe quelle situation, je ne me suis jamais réveillé de cette façon auparavant. Même ma femme a été surprise par ma réaction. Elle m'explique ensuite pourquoi elle est montée me voir. Je fais immédiatement le lien avec ce que j'ai vu, mais ne voulant pas la paniquer davantage, je ne dis rien de mon expérience. À ce moment-là, l'orage est bien présent, mais c'est un orage sec. L'air est lourd, extrêmement lourd, et quelque chose d'indéfinissable semble peser dans l'atmosphère. Je descends volontiers rejoindre ma famille pour finir la nuit, ma femme se rendort en 5 minutes. Moi, en revanche, je ne fermerai l'œil qu'au lever du jour. Pendant tout ce temps, je dors dos à l'escalier, hyper vigilant. J'entends les câbles bouger et l'escalier émet de légers bruits, comme des pas. Je m'interdis de me retourner, par peur de voir ou de revoir quelque chose. Le lendemain matin, nous ne traînons pas. 10 minutes après le réveil des enfants, nous étions déjà dans la voiture. Nous sommes partis prendre le petit déjeuner dans un café, ce que nous ne faisions jamais habituellement, ne serait-ce qu'un petit café à l'appartement. Lorsque j'ai finalement raconté à ma femme ce que j'avais vu et ressenti, elle est restée abasourdie. Depuis, elle m'interdit d'en parler, mais moi j'aime raconter cette histoire à nos amis. À chaque fois, nous avons tous les deux des frissons et les poils qui se hérissent. Encore aujourd'hui, ma femme refuse d'admettre ce qui s'est passé par peur que cela puisse réellement exister. Mais au fond, nous le savons tous les deux. PS, les enfants n'ont absolument rien ressenti ni montré la moindre réaction durant cette unique nuit passée dans cet appartement. Bon, apparemment Ben nous écoute pendant qu'il joue à FIFA ou en faisant la cuisine. Bah écoute, merci beaucoup à toi Ben. Bon, mon bon vieux Ben, qu'est-ce que t'as vu ce soir-là? Est-ce que tu as vu du coup une fameuse femme fantomatique qui se serait du coup pendue, qui serait la personne qui se serait pendue dans ce genre d'escalier? Ce qui expliquerait du coup ces fameux fils pendus, enfin ces cordes pendues, si je me souviens bien.
Ou est-ce que tu n'as pas été victime d'une sorte de crise de somnambulisme de ta femme, mais bon, elle te l'aurait dit, tu l'aurais expérimenté par le passé, donc c'est très bizarre que tu ne précises pas ça dans ton histoire. Est-ce qu'on serait pas sur l'éclairage de l'éclair qui t'a fait voir quelque chose, une forme, pile au moment d'un éclair? Bon, ça fait très cliché, on est sur quelque chose de pas du tout réaliste, mais bon, c'est des théories comme ça, qui paraissent absurdes, je le conçois. En tout cas, Ben et les amis, j'espère que ma narration vous aura plu sur l'histoire de Ben, et on commence la prochaine histoire. À vos théories évidemment dans les commentaires. Je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans et cette histoire s'est déroulée il y a environ un an. J'habite en Haute-Savoie dans un coin plutôt calme, le genre d'endroit où l'on se sent en sécurité et où rien ne semble jamais vraiment pouvoir arriver. Un soir, comme tant d'autres, je sors promener mon chien Rocket entre 20h30 et 21h. Ref au gardien de la galaxie, ça je suis très preneur. À une heure où la routine est bien installée et où je me pose habituellement aucune question. À cette période de l'année, il fait déjà nuit noire assez tôt à cause des montagnes qui encerclent la zone. Mais ce soir-là, l'obscurité était encore plus oppressante. Les lampadaires étaient éteints en raison de restrictions budgétaires imposées par la ville, plongeant tout le quartier dans une pénombre inhabituelle. J'adore l'ambiance déjà que tu me rends là. Tu m'envoies un shot de dopamine assez intense au niveau de l'ambiance dark, j'adore. Je me croirais dans un Junji Ito, je suis à fond. Il n'y avait presque aucune lumière. Je sors alors de mon bâtiment et je traverse la rue pour rejoindre le trottoir d'en face, comme je le fais à chaque promenade. En face, il y a une petite plaine d'herbe où Rocket peut courir librement, pendant que moi, je longe tranquillement la zone sur le trottoir. Rocket est un bosseron noir et feu, aussi appelé bas rouge ou berger de Beauce. De nuit avec son pelage sombre, il est presque totalement invisible. Je le promène alors détaché, comme d'habitude, car j'ai une confiance absolue en lui. Je sais qu'il reste toujours à proximité, qu'il me suit de loin, même si dans l'obscurité, moi, je ne le vois pas. À un moment, sans raison particulière, sans bruit ni mouvement suspect, je me retourne. Derrière moi, à quelques dizaines de mètres, je distingue une camionnette blanche à l'arrêt, moteur allumé. Ouh, je le sens très mal cette camionnette. On est sur le cliché du film d'horreur qui part très très mal souvent. La porte coulissante arrière est ouverte. À l'intérieur, j'aperçois des cordes, du ruban adhésif et d'autres objets que je n'arrive pas à identifier clairement, mais qui me mettent immédiatement mal à l'aise. La porte passager avant est elle aussi ouverte. Un homme est assis au volant, il ne regarde pas la route, il ne regarde pas son téléphone, il me regarde moi. À cet instant précis, je ressens quelque chose de très fort. Ce n'est pas une simple gêne ou un malaise passager. Mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas et que le danger était bien réel. Je continue d'avancer, mais sans m'en rendre compte, immédiatement, j'accélère le pas. Puis devant moi, à une vingtaine de mètres, je distingue une silhouette immobile. Un homme debout, droit, figé comme s'il m'attendait. Il me fixe sans bouger. Le silence est total. Aucune voiture, aucune voix, rien. Et soudain, il se met à courir vers moi. Il court droit sur moi, mon cœur explose dans ma poitrine, je recule de quelques pas, complètement paniqué, incapable de réfléchir correctement. Je regarde autour de moi, cherchant désespérément de l'aide. Il n'y a personne. Aucun témoin. Aucune échappatoire. L'homme ne parle pas, il ne crie pas. Il continue simplement d'avancer en courant vers moi. Chaque pas le rapproche de plus en plus de moi. À environ 5 mètres de moi, je comprends que je n'aurais jamais eu le temps de lui échapper. À cet instant précis, je suis persuadé que quelque chose de grave est sur le point d'arriver, et c'est là que Rocket surgit de l'obscurité. Je ne l'avais ni vu ni entendu arriver. Il déboule à pleine vitesse et se place immédiatement entre l'homme et moi. Il grogne et aboie d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. L'homme pile net. Il hésite une fraction de seconde. Puis il me contourne brusquement et court en direction de la camionnette. Puis il me contourne brusquement et court en direction de la camionnette blanche. La porte coulissante claque violemment, il monte côté passager, la camionnette démarre et le véhicule part. Je reste immobile, incapable de bouger. Rocket est collé contre moi sans me lâcher. Je suis convaincu d'avoir échappé de justesse à un enlèvement, ou pire encore. Sans Rocket, je suis certaine que je ne serais pas là aujourd'hui. Avec le recul, je me rends compte que son prénom lui va parfaitement bien. Cette nuit-là l'a profondément marqué. Pendant plusieurs semaines, il est devenu extrêmement réactif la nuit envers toute personne que nous croisions. Mais il est génial ce Rocket. J'ai dû reprendre une partie de son éducation pour l'aider à retrouver un comportement apaisé. Ce qui m'a le plus fait souffrir, c'est de voir la détresse dans ses yeux lorsque nous croisions quelqu'un le soir. Il avait peur et pourtant Rocket est un être rempli de bonté, de confiance et de douceur. Personne n'a le droit de terroriser un animal. Aujourd'hui Rocket va bien, on est rassuré. Il est à nouveau détaché, plus serein, mais moi, je sais désormais une chose essentielle. Je peux compter sur son instinct et surtout, j'écoute toujours le mien parce que cette nuit-là, sans Rocket, je ne serais peut-être pas
là pour raconter cette histoire. Merci infiniment d'avoir pris le temps de lire ce passage de notre vie. Merci infiniment à Anaïs pour ton partage absolument exceptionnellement horrible. Ce moment a dû être un stress qui a dû te faire perdre au moins 500 cheveux, on est sur ça. Bravo à ton Rocket, il porte bien son nom comme tu l'as dit. Tu étais vraiment Groot Prime pour lui. Il t'a protégé comme son Groot et c'est juste magnifique, j'adore les chiens. Et ça me fait penser à une histoire qui est arrivée à ma mère pendant qu'elle était enceinte de moi ou mon frère, je sais plus. À cette époque-là, elle avait un chien qui s'appelait Pastis. Voilà, on vient du sud avec mes parents, ça c'est le cas de le dire. Elle était avec ce chien qui s'appelait Pastis, adorable, j'ai pas la rêve de la race, magnifique, noir, éduqué, et ma mère l'avait vraiment bien éduqué à la garde. Et un jour, alors qu'elle est enceinte, elle se prend une réflexion par un mec hyper lourd dans un ascenseur. Il la regarde bizarrement, genre limite un gars qui pourrait s'apparenter à un prédateur quoi. Bref, elle capte très vite le truc, elle voit que le gars commence à être un peu bizarre, il commence à lui faire de plus en plus de réflexions sur son ventre, des méchancetés, il l'insulte même je crois, et là elle commence à dire cette phrase géniale qui est tirée tout simplement d'un film, Pastis, garde. Lui commence à grogner soudainement et le gars s'arrête tout simplement d'agir mal avec ma mère et part de l'ascenseur à l'étage d'après dès que l'ascenseur du coup a ouvert les portes. Une scène de film littéralement, comme quoi faut bien écouter les chiens quand ils ont des mauvais pressentiments, quand ils aboient, il y a souvent un truc qui cloche. Ça veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose de flippant qui va arriver ou un intrus dans la maison, mais check au cas où, on sait jamais ce qui peut se passer. Salut Léo, je m'appelle Amandine et j'ai découvert ton contenu il y a quelques mois. Bienvenue Amandine sur la chaîne. J'adore écouter tes histoires pendant que je travaille ou que je prépare le repas. J'apprécie particulièrement la bienveillance et l'authenticité qui se dégagent de tes vidéos. Vous êtes vraiment adorable, vraiment ça me touche premier degré. Mon grand-père est décédé lorsque j'avais 17 ans. J'étais assez proche de lui et avec ma cousine et mon frère, on faisait toujours les 400 coups. Tout se passait souvent dans le dos de ma grand-mère qui était stricte sur les règles. Mon grand-père, lui, était toujours notre complice dans nos petites bêtises. Quelques jours après ses funérailles, j'ai fait un rêve pour le moins étrange, mais qui a pris beaucoup de sens à mes yeux. Il faut savoir qu'à cette période de ma vie, je fumais beaucoup. Tous les consommateurs de cannabis le confirmeront, quand on fume régulièrement, on ne rêve quasiment plus. Et écoute, tu m'apprends un truc là. Je n'avais donc pas rêvé depuis très longtemps et ce détail est important. La sensation laissée par un rêve dans ce genre de situation n'est pas la même que pour quelqu'un qui rêve de manière régulière. Dans ce rêve, je passe la nuit chez mes grands-parents. Je me vois descendre la cuisine et me diriger vers le frigo pour prendre quelque chose à grignoter. Dans la porte du frigo, j'aperçois une bouteille de gazeuse parfaitement rangée à sa place habituelle. Ok, jusque-là rien de bizarre. Mon grand-père était le seul à boire de l'eau gazeuse, d'ailleurs, il ne buvait pratiquement que ça. Surprise de voir cette bouteille alors que mon grand-père n'est plus parmi nous, je tourne la tête vers le salon. Je m'apprête à appeler ma grand-mère pour lui demander pourquoi cette bouteille est toujours là, et mon rêve est extrêmement réaliste, mes gestes sont précis et détaillés. Rien à voir avec les rêves flous et confus que l'on fait habituellement. Au moment où je tourne la tête pour appeler mamie, j'aperçois une silhouette derrière moi. Je me retourne et je vois très clairement mon grand-père. Il est assis sur le plan de travail avec une expression apaisée. Il me sourit et me dit « Tout va bien, je vais bien ». Avant même que je puisse lui répondre, je me réveille. Je réalise alors que je suis dans mon lit chez moi et je comprends que je viens probablement de vivre les adieux de mon grand-père pour la toute première fois. Cette expérience m'a profondément bouleversé, mais de manière positive. Elle m'a aussi amené à remettre beaucoup de choses en question, même si au fond, ce n'était qu'un rêve. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, et cela fait 13 ans qu'il nous a quittés, mais ce rêve continue de m'émouvoir énormément quand j'y repense. Il était si réaliste et tellement chargé de sens pour moi. Peut-être n'est-ce que la tristesse et le deuil d'avoir perdu un être cher qui ont joué des tours à mon subconscient. C'est probablement l'explication le plus rationnelle. Moi, j'aime croire que cette visite était un clin d'œil de sa part, une façon bien à lui de m'aider à tourner cette page en douceur. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir pris le temps de me lire et j'ai hâte de découvrir tes enquêtes paranormales. Salutations à ton équipe. Oh, parlant d'enquêtes paranormales, c'est très très compliqué. J'ai besoin d'ailleurs de personne. J'espère que je pourrai passer ce petit message. Je réacte Amandine juste après ton histoire. Pour parler des enquêtes paranormales, j'ai tourné l'enquête paranormale à la porte du diable. Cette fameuse porte, vous savez, en pierre majestueuse qui est perdue dans Dijon, où beaucoup de personnes auraient vécu des événements assez bizarres. Là-bas, on l'appelle la porte du diable. Apparemment, les personnes qui la traverseraient et qui ne respecteraient pas le rituel pour la traverser seraient maudites à jamais. Et... Bref, ce documentaire est tourné. Juste, il me manquait une interview de la personne du coup qui a vécu et la personne grâce à qui je suis allé du coup finalement me rendre sur les lieux, personne qui ne m'a plus donné de nouvelles. On devait faire une interview, on avait tout booké, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. J'espère qu'elle va bien. Si tu passes par là, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me recontacter s'il te plaît sur Instagram ou par message, je n'ai plus aucune nouvelle de toi. La personne ne m'a plus jamais répondu. J'avais pris tout billet et tout, aucune réponse de la personne.
D'accord. J'espère que cette personne se reconnaîtra et viendra me dire juste si elle va bien. En vrai, je m'en fous. Si la personne ne veut plus ou quoi apparaître sur la chaîne, y a aucun problème. Juste me dire tout va bien, Léo. Juste me répondre, ce serait cool. Mais trop bizarre quand je l'appelle. Sonnerie trop bizarre. Sonnerie qui n'était pas du tout là avant que je l'appelle. Bref, très bizarre. J'espère qu'elle va bien. En tout cas, si des personnes ont vécu des histoires similaires à la Porte du Diable du coup à Dijon, qui sont allées la visiter, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires par mail, me contacter sur Instagram léo-ytb pour que je vous interviewe, pour qu'on essaye de documenter ça au mieux, de voir s'il y a, comme moi, eu des trucs un peu bizarres, parce que j'ai eu des résultats un petit peu étranges là-bas. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez de ma première enquête paranormale. Alors il y aura beaucoup de défauts évidemment, beaucoup de choses à améliorer, mais c'est ma première, donc soyez indulgents. Bref, pour l'histoire d'Amandine, pardon, je me suis écarté. Amandine, j'espère que tu m'en voudras pas. Amandine, du coup, pour ton histoire, je la trouve juste magnifique. Je ne mettrai pas sur cette histoire, comme elle est hyper personnelle, elle t'est arrivée à toi, et j'ai pas envie de mettre des sorte de théorie un peu naze sur ce qui aurait pu finalement t'arriver ce jour-là. Alors oui, ça peut être comme tu l'as dit, ton cerveau qui essaye de se rassurer en te montrant ton grand-père, peut-être, en rêve. Donc j'espère que t'as bien profité de lui sur le moment et que t'auras peut-être la chance un beau jour de le revoir. Je viens de Caen et mon copain vit dans une petite commune à la campagne, un peu plus éloignée. Cela faisait 2 ans que nous étions ensemble et environ 6 mois que nous regardions régulièrement des vidéos sur le paranormal. Nous étions tous les deux très attirés par ce sujet. De mon côté, je suis croyante et de religion musulmane. Mon copain, lui, est athée, mais il croit fermement à l'existence du paranormal. Tout a commencé le 26 juillet 2025. Ce soir-là, nous avons décidé de faire un urbex avec un groupe d'amis. Il y avait ma meilleure amie Jade ainsi que 2 autres amis, Mourad et Maël. Nous nous sommes retrouvés afin de chercher un endroit où aller. Nous avons épluché les petites annonces sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Nous ne voulions surtout pas dans un lieu déjà visité ou trop connu. Je comprends. Après plusieurs recherches, notre choix s'est porté alors sur un manoir abandonné. Il se situait non loin de chez mon copain, en plein milieu d'une forêt. Il y avait très peu d'habitations aux alentours. Il était minuit lorsque nous avons pris la route. Nous nous sommes garés sur le petit chemin à l'entrée de la forêt. Pour attendre le manoir, nous avons dû descendre une petite pente. Ensuite, il a fallu escalader une sorte de dune. Puis, nous avons traversé la forêt, plongé dans une obscurité totale. Et là, au milieu des arbres, il est apparu. Un immense manoir complètement plongé dans le noir. Une de ses fenêtres était brisée. Nous nous sommes tous aidés pour entrer par cette fenêtre. Nous avons atterri directement dans la pièce principale. Il y avait une grande cheminée. Et juste devant elle, une paire de chaussons encore propres. Ouh là 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 là. Il n'y avait aucun tag. Aucune trace de passage récent. Tous les miroirs étaient brisés. Oh là là, tu es une personne qui habite encore là, je pense. Aucune trace de passage récent, tous les miroirs étaient brisés. Nous avons exploré 2 pièces au rez-de-chaussée, d'abord la cuisine, puis la pièce principale. Rien ne nous a semblé particulièrement étrange, nous avons alors décidé de monter à l'étage. Arrivé en haut de l'escalier, une porte entrouverte se trouvait sur notre gauche. Sur notre droite, un long couloir sombre s'étendait devant nous. Nous avons alors choisi d'emprunter le couloir. Les murs étaient recouverts de papier peint, et plus nous avancions, plus nous remarquions de profondes griffures sur les murs. Bon, ok, définitivement, ce n'est pas habité, en tout cas par des personnes qui prennent soin du lieu, comme les vitres sont brisées, etc. Enfin, les miroirs et tout sont brisés. Par contre, en revanche, il y a peut-être une créature qui habite là. Hein. Là, pour le coup, on est sur des griffures, sur quelque chose de pas humain, là, qui habite là. Hein. J'ai peur de ce qui va suivre. Nous sommes arrivés devant une première chambre. La porte et son encadrement étaient entièrement couverts de griffures. À l'intérieur, des draps étaient étrangement propres. Il l'était bien plus que dans les autres chambres. Nous avons continué à avancer et nous sommes alors tombés sur une table. Dessus, il y avait un ancien Coran. Il y avait aussi une croix cassée dont une partie était posée sur la table et l'autre au sol. À côté, se trouvait un étui à couteau. Nous nous sommes tous regardés, figés par la peur. Personne n'a osé toucher quoi que ce soit. Et on comprend. Mon copain et Maël sont entrés dans la chambre au drap propre. De mon côté, je suis resté près de la table avec Jade et Mourad. Et soudain, tout a basculé. Mais aucun de nous n'a entendu la même chose. Mon copain et moi avons entendu un son qui ressemblait à une arme qu'on recharge. Jade a entendu un bruit de casserole. Mourad a entendu ce qui ressemblait à des griffures sur du bois. Au même moment, des chiens se sont mis à aboyer au loin. Des oiseaux ont commencé à s'envoler dans tous les sens dans la forêt. Pris de panique, nous avons tous couru vers la sortie. Notre seul objectif était de rejoindre la voiture. Nous avons eu beaucoup de mal à sortir par la fenêtre comme à l'entrée. Les 3 garçons étaient devant, Jade était juste devant moi. Moi, j'étais la dernière. C'est à ce moment-là que j'ai vu Jade partir soudainement dans la direction opposée à celle des garçons. Quelle erreur! Tout est fait pour qu'on angoisse au maximum dans cette histoire. Or, dans cette direction se trouvait un énorme trou. Si elle tombait dedans, elle ne survivrait pas. Je l'ai attrapée par le bras en hurlant son prénom. Elle s'est retournée et m'a regardé d'un air étrange.
étrange, puis nous avons continué à courir jusqu'à la voiture. Une fois à l'intérieur, nous étions tous sous le choc, nous avons commencé à reparler de ce qui venait de se passer. C'est là que je me suis rendu compte que Jade était devenue toute blanche, elle était silencieuse comme figée. Je lui ai alors demandé ce qu'elle avait. Elle m'a répondu mot pour mot, « Salma, je suivais quelqu'un dans la forêt, je ne suis pas folle, je me suis retournée quand tu m'as appelé, je n'ai pas compris ce qui se passait, et quand j'ai regardé dans la direction où j'allais, il n'y avait plus personne. » Juste, la phrase qu'elle a dit juste après, c'est un frisson a parcouru toute la voiture. J'en ai aussi, hein. Avec vous dans la voiture, on est en même temps là sur ce coup-là. Nous avons essayé de retrouver une explication rationnelle à ce que nous venions de vivre, mais aucune ne tenait réellement. Nous sommes rentrés chez nous et nous ne sommes jamais retournés dans ce manoir. Déjà, je te félicite de t'être inquiété pour ta pote, c'est beaucoup trop adorable. La peur qu'elle tombe dans le trou et essayer de la rattraper au plus vite. C'est adorable, il faut faire hyper gaffe. En vrai, là, c'est une chose hyper banale, mais quand vous faites des soirées, moi je sais que c'est arrivé à un pote, il était complètement bourré. Il faisait noir la nuit dans un jardin et il savait pas qu'en fait le gars dans son jardin, chez son pote, il savait pas qu'il y avait un énorme trou de 7 mètres, de 3 mètres. J'abuse sur le 7 mètres, pardon. Après ça, il est allé à l'hôpital et ça aurait pu être très grave pour lui, donc faites gaffe. Quand on est encore conscient, un petit flash quand on sort pisser ou quoi, on sait jamais si on connaît pas le jardin ou l'espace vert ou n'importe quel endroit. Donc pensez-y quand vous êtes en soirée, les amis, pensez à moi, pensez à cet extrait là, comme ça vous ferez pas la même erreur, ok? Bref, histoire de fou, moi je pense en vrai qu'on était sur quelqu'un qui habitait littéralement les lieux et qui était mécontent de votre visite, qui voulait juste son espace tranquille et qui vivait peut-être dans cet endroit, dans ce manoir abandonné, mais bon, il est quand même du coup, comme tu l'expliques, assez isolé, c'est hyper étrange. C'est très bien que vous ayez eu l'idée de ne plus jamais y retourner, ça c'est génial. Et je déconseille toute personne du coup de retourner dans ce manoir, car peut-être que quelqu'un vous attendra soit avec un pistolet, ou avec des ongles extrêmement longs pour vous griffer. Alors, on passe les amis à la prochaine histoire. Dès maintenant, c'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous partager mon histoire. N'hésitez pas à élaborer vos théories, c'est toujours très enrichissant. Et bien écoute, on le fera avec grand plaisir. Je ne sais pas comment tu t'appelles encore une fois. Précisez vos prénoms s'il vous plaît. À l'époque, j'étais en plein milieu de mes travaux d'appartement, j'avais eu des soucis avec la partie d'électricité et j'avais dû faire appel à un nouvel artisan pour mettre certains éléments aux normes. Les travaux c'était toujours stressant, surtout quand on est seul. Ce n'est pas facile à gérer et on finit souvent par avoir du mal à accorder sa confiance aux artisans. Cet électricien devait avoir une 50aine d'années. Un peu taciturne ou simplement timide, je ne saurais dire. Même s'il ne semblait pas très à l'aise dans nos interactions, il m'appelait régulièrement pour me signaler de nouveaux problèmes en insistant que la situation n'allait pas du tout. J'étais quand même pas mal inquiète de ce que j'allais devoir payer, ou agacée de devoir quitter mon travail en permanence. À ce moment-là, j'étais freelance en coworking et j'avais aussi besoin de renflouer rapidement mes finances. Un jour, il m'appelle à nouveau, visiblement énervé. « Vous m'aviez dit pourtant que c'était du 2,5 partout, mais c'est faux, il va falloir tout changer, c'est du 1,5. » Je ne comprends pas et appelle l'ancien électricien qui me jure que non, il avait bien mis du 2,5. Comme je n'avais pas totalement confiance non plus en l'ancien électricien, je décide de me déplacer et demande à un collègue ami de m'accompagner. Émotionnellement, c'était plutôt difficile. Je n'arrêtais pas d'anticiper tout ce que cela allait engendrer financièrement. Ouais, on comprend. J'arrive sur place, l'électricien est face à un trou percé dans le mur au-dessus de mon plan de travail de cuisine. Jusque-là, c'était prévu, rien d'alarmant. Il me demande alors de constater que le câble dans le mur est différent de celui qu'il tient dans la main. Je prends les deux câbles et les observe attentivement et je lui annonce « Je ne vois aucune différence ». Il insiste « Mais si, la taille, vous voyez bien que le deuxième est plus gros ». Je reste ferme « Non, pour moi ils sont identiques ». Je me décale, il attrape les câbles, agacé « Mais si, enfin !» Il les regarde encore une fois et se tait. Il se retourne vers moi, regarde le sol et dit « Ah, je me suis trompé ». Bon là c'est la goutte d'eau, je suis roulé dessus par les artisans depuis presque 8 mois. J'explose, avec une voix que je veux calme et un regard noir j'annonce « Vous me faites flipper une nouvelle fois comme ça, je vous lance par la fenêtre ». L'homme, qui est bien plus grand que moi, ne croise pas mon regard. Il réagit comme un petit garçon. Oui, je suis désolé. Je poursuis, c'est la 3e fois que je quitte tous mes projets de la journée avec un problème soi-disant urgent. Pour rien, soyez pro, sinon vous allez me provoquer un AVC avec vos conneries. Puis je repars. Quelques semaines passent, tout se déroule plus calmement et vient le moment où les travaux se terminent. J'ai une adresse où je dois le rejoindre pour donner mon chèque et récupérer mon double des clés. Je m'attendais à tomber sur un bureau ou un local professionnel, mais en fait, c'est l'adresse de chez lui. Je me retrouve devant un grand portail qui s'ouvre automatiquement à mon arrivée. C'est l'été, je suis venu en trottinette. Il n'y a pas grand monde dans la rue, tout est calme. Après le portail, je traverse une ruelle assez longue et au bout, une cour intérieure et plusieurs maisons. Il m'attend devant la sienne,
Une grande maison un peu style normand. On se salue, il m'invite à entrer par la baie vitrée, il y a des cartons partout. Il m'explique que j'étais son dernier chantier et qu'il prépare son déménagement pour rejoindre sa femme dans une autre ville, dont j'ai oublié le nom. Je remplis le chèque et en même temps il me rappelle une histoire de boîtier de disjoncteur en bois qu'il avait confectionné chez lui et dont il m'avait parlé quelques semaines auparavant. Il me propose alors de jeter un œil. Je semble intéressé, alors j'accepte et le suis dans la pièce d'à côté. Un salon sombre rempli de cartons. Je constate le fameux boîtier en bois encastré dans le mur avec une porte coulissante. Le mec semble plus à l'aise, plus souriant. Où ça va toute cette histoire, ça me terrifie là. J'ai peur là, le gars va te séquestrer, qu'est-ce qui va se passer? Je suppose que comme il commence sa retraite, il est plutôt joyeux. Il enchaîne en m'expliquant qu'il construit des chambres Airbnb au sous-sol de sa maison avec son fils. Son fils est actuellement au Japon, donc il est seul chez lui pour le moment. C'est encore en travaux, mais il me propose de visiter. C'est encore en travaux, mais bon, il me propose de le visiter, au cas où cela pourrait m'inspirer pour mon appartement. Je m'en fiche un peu, mais je passe une bonne soirée et je suis assez contente que les travaux soient enfin terminés. Je réfléchis pas trop, bon, et me laisse porter. Il prend l'escalier vers le sous-sol et j'emboîte le pas. Nous nous retrouvons dans un long couloir qui longe toute la maison. À gauche, un enchaînement de portes ouvertes sur des pièces en construction. Il fait sombre avec des petites lumières au coin des murs et des câbles traînent partout. Il y a aussi de petites fenêtres type meurtrière avec des barreaux juste au-dessus du sol de la cour. Nous faisons un rapide aller-retour. Il m'explique les différentes pièces, comment il veut les aménager, qu'est-ce qu'il aime dans le bricolage, etc. Et après ça, j'opine de la tête, simule un léger enthousiasme pour être poli quoi. Nous remontons et sur le trajet, il me dit que dans d'autres maisons accolées à la sienne, les travaux sont à un autre stade. Il y a quelques éléments qui pourraient même être utiles pour mes idées d'emménagement. Il me propose alors de visiter également. Je suis un peu blasé, mais bon, je ne trouve pas le courage de lui dire non. Je le suis donc, encore une fois. Nous entrons dans la maison suivante, elle aussi très longue. Nous prenons un nouvel escalier qui descend plus bas, et là, pendant que je descends, je remarque que c'est beaucoup plus sombre. Une petite alerte dans mon ventre me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je ne sais pas si c'est une intuition, mais l'atmosphère se fait progressivement plus lourde. Nous sommes à nouveau dans un sous-sol. L'emplacement est à peu près le même que précédemment. Un long couloir et des pièces sur le côté. Sauf que cette fois, les portes sont toutes fermées. Les murs sont encore en terre. On dirait une vieille cave abandonnée. Le plafond est bas, en alcôve. Il n'y a aucune fenêtre. Il fait très sombre, ça sent la cave. Je sens l'angoisse monter. Et nous aussi on la sent monter, je ne vais pas dire. Je ne montre absolument rien. Mais lui ne parle plus. Un silence pesant s'installe. Je n'essaie même pas de comprendre pourquoi il me fait descendre ici. Je sais seulement que je dois sortir d'ici. Je réalise qu'il est vraiment grand et carré. Je n'aurais aucune chance de m'échapper si je paniquais dans le noir. Mon cerveau tourne à toute vitesse, mais je fais semblant de rester calme. Puis, nous arrivons au bout du couloir, devant une porte en bois, comme une vieille porte de donjon en alcôve. Un détail me glace le sang. Elle est verrouillée par une multitude de cadenas. Je ne sais plus combien exactement, mais ce n'est pas négligeable. Je le regarde pétrifié alors qu'il déverrouille tous les cadenas et ouvre la porte. Il tire la porte vers lui, se colle au mur, le couloir est étroit, et m'invite à entrer. « Après vous », dit-il pour briser le silence. Dans l'ouverture, je ne vois rien, le noir total. Mon corps, ma tête, mon instinct refusent d'entrer. J'avance d'un pas, arrive à son niveau et me tourne vers lui, et je lui réponds avec l'air le plus détendu et naturel que je peux adopter. Non, allez-y en premier, je vous suis. Silence. Pour la première fois, il me regarde dans les yeux et ça dure beaucoup trop longtemps. Le visage est froid, dur, sans expression. À cet instant, je réalise qu'il pourrait me pousser à l'intérieur et que je pourrais mourir. Quelques secondes passent, il entre enfin dans la pièce et disparaît dans l'obscurité. J'entends « Vous venez maintenant ?» Je passe en pilote automatique. Je me penche vers l'embrasure, fais semblant de regarder à l'intérieur. En fait, je suis un peu claustro, mais franchement, c'est très cool, bravo. Lentement, mon corps fait demi-tour, lui tourne le dos et avance vers la sortie. Je lui pose des questions pour que ça semble naturel et pour savoir où il est. Avoir son dos contre moi est insupportable, mais je suis trop terrifié pour courir. Je crains que tout panique ne déclenche quelque chose chez lui. Et vous avez commencé quand ? En tout cas, c'est vraiment super de faire ça pour votre fils. Ça m'a donné vachement d'idées, merci de m'avoir montré ça, c'est cool. Je me souviens d'aucune de ses réponses. Arrivé à l'extérieur dans la cour, je sens qu'il a remarqué que je veux partir vite. Je fais semblant que tout va bien. Son expression est encore différente, étrange. On échange quelques mots, il monologue pendant que je tente de partir. Il se tient droit, proche, malgré mon recul sur la trottinette. Son regard et son sourire sont carnassiers. Je ne tente rien. J'essaie encore de rester calme, mais si je me transforme en proie, il pourrait devenir prédateur.
Enfin, je rentre chez moi presque en larmes, et là je réalise que je n'ai pas récupéré mon double des clés. J'ai dormi chez une amie jusqu'à ce que je refasse ma serrure. J'avais trop peur de le retrouver chez moi, alors... Était-ce pour me faire peur ou pour se venger, ai-je imaginé? Était-ce un psychopathe qui regardait déjà dans son sous-sol? Je ne saurais jamais. Mais cette histoire fait toujours son petit effet et j'étais heureuse de vous la partager. Prenez soin de vous et écoutez vos instincts, prenez soin de vous aussi. Bravo pour ce message à la fin. Heureuse de la raconter, moi j'aurais pas dit ça personnellement. Horrifié de la raconter, peut-être plus le terme. Quel courage, quel sang-froid, bravo à toi. Je ne sais pas du coup comment tu t'appelles, mais bravo à toi. On est face littéralement à une guerrière. À sa position, moi j'aurais fait... moi j'appelle la police si vous continuez de... Hop, pour moi la mort, directement instantanée. Mais vraiment, ce qui est horrible, c'est que tu avais tous les signes étaient là pour que tu ne t'en sortes pas du tout dans cette situation. On aurait dit le film cliché, on aurait dit le film très cliché du film d'horreur où tu te fais enfermer dans une cave par un psychopathe. Horrible parce qu'en vrai, je dis ça mais ça arrive vraiment à des gens. Ouais, je viens de réaliser, c'est terrible. Mais je comprends cette situation de ne pas vouloir déclencher ne serait-ce qu'une once d'agressivité chez lui ou de réflexe de prédateur. Parce qu'à tout moment, tu ne sais pas, mais tu peux sortir un mot qui peut déclencher chez lui une fureur et le faire vriller complètement. Parce qu'à tout moment, c'était un gros psychopathe qui te voulait du mal. C'est ça qui est le plus effrayant, le fait que tu gardé ton sang-froid, le stress qu'il y avait dans l'histoire. J'ai adoré, à la fois détesté. Pour toi, t'as dû vivre un moment effroyable. Au début, honnêtement, je pensais qu'on était sur quelque chose de paranormal. Alors, attendez, je m'explique. Je pensais que t'allais me dire, oui, en fait, la personne qui est venue, elle n'existait pas. Mais bon, ça aurait été quand même beaucoup trop gros. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi si vous avez déjà vécu ce genre de situation un petit peu gênante avec un être humain où vous êtes pris dans une situation qui est sur le moment hyper dure de se défaire. Et c'est le moment pour moi de vous quitter, les amis. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée à ma compagnie, que ces 5 histoires vous auront fait kiffer, ces petits témoignages d'abonnés. Franchement, elles m'ont fait bien kiffer. On a eu du rationnel, du paranormal. C'était plutôt varié. J'ai bien kiffé ce soir. On avait le petit thé avec nous, le petit enrhumage de ma part qui fait plaisir. En vrai, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. En tout cas, je kiffe autant voir raconter des histoires, me poser avec vous, qu'on ait ce petit rendez-vous chill. Moi, ça fait vraiment penser comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au moment... Non, je vous l'ai pas dit du tout en début de vidéo, mais bon, je vous le dis maintenant. Vous savez qu'on se raconte des histoires entre potes, en soirée. Là, on est comme un peu entre potes et autour d'un feu, sauf qu'il n'y a pas de feu et il y a un micro. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont raconté des histoires aujourd'hui et n'hésitez pas pour ceux qui regardent cette vidéo à aller voir parce que souvent les personnes qui témoignent sur ce genre de format là commentent les vidéos. Et ce qui serait cool c'est de refaire sortir un peu les commentaires des personnes finalement qui ont vécu les histoires pour qu'ils nous amènent peut-être des informations parce que j'imagine dans leurs commentaires qu'ils amènent peut-être des infos supplémentaires sur l'histoire qu'on n'aurait peut-être pas nous ou des réponses à mes questions. Merci beaucoup, passez une bonne nuit et on se quitte sur un petit soufflement du nez. Ah désagréable celui-là. Il sent le malade, c'est terrible. Allez, bonne nuit. The Devourer's dying, which means it's gonna die and then it's gonna come back. Jesus Christ! What did I do to deserve this? What did I do to deserve this? We're gonna make it to the repair. 15%. Okay. We're okay.